Et de la même manière, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on est engagé effectivement dans un nouveau changement de civilisation, où aux États-Unis, en Europe, un peu partout dans le monde, et vous prenez par exemple l'analyse, vous faites l'analyse de coût d'une voiture, par exemple, vous apercevez que dans les années 50, 80% de la valeur d'une voiture, c'était quoi? C'était l'industrie et le commerce, le process industriel et le process commercial. Et il y avait 10% de recherche et 10% de publicité, déjà à l'époque. Aujourd'hui, vous prenez une voiture, pourtant un bien industriel, classique, eh bien c'est l'inverse. Vous avez 80% c'est la recherche, et 80% c'est la recherche et la communication, c'est-à-dire tout le travail de réflexion amont et toute la communication pour diffuser la connaissance de cette voiture. Le process industriel lui-même et le process commercial ne représentent plus que 20%. Vous avez un renversement. Et ça illustre bien, alors sans parler, évidemment, là on est encore dans le secteur industriel, sans parler de cet objet-là, quelle est la part du process matériel, industriel, quelle est la part de commercialisation? Il est infime. L'énorme coût de cet objet, c'est de la recherche et c'est de la communication. Et donc on passe bien d'une société essentiellement industrielle et commerciale à une société de création de communication. Et il faut bien comprendre que l'ensemble de tout ce qui nous paraît tellement évident, l'importance centrale dans notre économie de l'argent, eh bien je peux vous dire déjà aujourd'hui, et je pourrais vous le prouver, que l'argent, ce n'est plus du tout les enjeux économiques. L'argent devient complètement secondaire, je peux vous le prouver par plein d'exemples très concrets. L'argent ne joue plus du tout la place centrale qu'il a joué dans la société industrielle. L'élément clé de cette nouvelle civilisation, c'est la connaissance. De la même manière que l'élément clé dans la société agraire, c'était le territoire. Et d'ailleurs, les élites du temps étaient forgées, étaient formées à être des conquérants de territoire, à être des seigneurs conquérants. Conquérants de quoi? Du territoire. De la même manière que les élites de la société industrielle ont été forgées, ont été formées pour gagner de l'argent. Et aujourd'hui, le véritable enjeu, quand vous voyez les entreprises et les pays les plus dynamiques de la planète et qui sont en train de conquérir les marchés, ils le font grâce à quoi? Pas à travers l'argent. L'argent est devenu complètement secondaire. Ce qui fait l'avantage comparatif de Microsoft, qu'est-ce qui fait l'avantage comparatif de Google? Qu'est-ce qui fait que Google, en un an, lève des centaines de milliards? C'est pas du tout l'argent. C'est l'information, c'est la connaissance. C'est ça le véritable levier de cette nouvelle société. Ça change tout. Et ça change notamment l'identité des hommes. Et vous allez avoir, vous, en tant que DRH, de plus en plus des hommes mutants, des jeunes mutants, et on le voit, on l'a vu venir dans le livre, des êtres totalement différents de tout ce que vous avez connu, qui vont vous dire, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, bah, moi je m'en fiche que vous soyez IBM, je m'en fiche que vous soyez une grande entreprise. Qu'est-ce que vous m'offrez comme évolution de ma connaissance? Comment vous allez m'apprendre des choses? L'argent, pour moi, c'est pas mon enjeu, je sais très bien. De toute façon, j'ai fait une grande école, bien sûr, je vais être bien payé. Mais moi, mon enjeu, c'est comment je vais développer mes connaissances. Comment je vais continuer à être à la pointe de la connaissance. C'est ça mon enjeu. Et ils n'ont pas tort, parce que ce n'est pas l'argent qui va leur assurer un futur aujourd'hui. L'argent, vous le perdez, vous le gagnez, que vous assurez une entreprise, un individu, vous le gagnez, vous le perdez très vite. Si vous êtes bête, vous le perdez très vite. L'argent ne vous rassure plus de rien. L'argent vous permet d'acheter des usines. Mais les usines, c'est la pire des choses. Toutes les entreprises, l'une des entreprises les plus puissantes de toute l'ère industrielle, elle s'appelait comment? D'ailleurs, le nom est emblématique. Ça s'appelait General Motors. Aujourd'hui, General Motors, il a du mal à trouver une valeur tellement... il y a des usines dans le monde entier. Elle a des capitaux gigantesques. Quelle est la valeur de General Motors? Justement, elle a tellement d'usines, elle a tellement de capitaux, elle a tellement de gens employés, qu'on se demande si elle a encore une valeur. Parce que c'est que des problèmes. Par contre, quelle est l'entreprise la plus puissante, la plus... Aujourd'hui, juste avant qu'elle soit bientôt dépassée? Et le nom même est emblématique. Microsoft. General Motors, Microsoft. Vous voyez déjà le changement d'identité, le changement de monde.
General Motors, on est dans le hard, on est dans le général. On veut tout faire, on est un empire. Microsoft, micro, on est hyper pointu. On est dans le soft, on est dans l'immatériel, on est dans la connaissance. Ça pose le décor du changement de civilisation. Mais ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Attendez, ça ne fait que commencer. Parce que pour l'instant, c'est juste le décor qui est planté. La politique, elle n'a pas suivi. Les lois, elles n'ont pas suivi. Les identités humaines, elles n'ont pas suivi. On est un peu, vous voyez, si vous voulez, on est un peu aujourd'hui comme juste avant la Révolution, vous voyez, où il y avait encore la noblesse installée à Versailles, et puis qui parlait du futur. Et puis ils étaient très occupés à leur titre de noblesse, vous savez, à l'époque. C'était leur principale préoccupation, leur titre de noblesse. De la même manière qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens très intéressés par leur titre à la bourse. Ils n'ont pas encore compris que les enjeux, c'est complètement ailleurs. Alors essayons de rentrer un peu dans les détails. Qu'est-ce qui est en train de se passer derrière cette mutation? Essayons de comprendre cette nouvelle identité. Pour comprendre cette nouvelle identité, moi je vous propose une chose très très simple, c'est tout simplement de comprendre les identités passées, comment cette identité se situe par rapport aux identités passées. Bon, d'abord, cette nouvelle identité, c'est des nouvelles technologies. Il y a une relation consubstantielle entre les changements de civilisation et les changements de technologie. On s'est beaucoup posé la question, est-ce que les technologies créent le changement de civilisation? Ou est-ce que c'est le changement de civilisation qui crée les technologies? C'est un grand sujet de prospective et de réflexion pour les historiens. C'est pas évident que ce soit les technologies qui créent les mutations. Pour la bonne raison qu'il y a toute une série de cas où les technologies étaient là et la mutation n'a pas eu lieu. Notamment la Chine était infiniment plus évoluée technologiquement que l'Occident, et c'est en Occident que la mutation s'est faite. Il nous semble que c'est finalement le mix de technologie et de nouvelles mentalités, c'est le mix des deux, qui est explosif. S'il y a juste que les technologies sans une nouvelle culture, ça ne va pas. S'il y a juste une nouvelle culture, mais il n'y a pas les technologies qui vont permettre à cette nouvelle culture de se répandre, de muter, de faire transformer la société, ça ne permet pas d'avancer. Donc, quand on regarde la chasse-cueillette, vous allez dans un musée de préhistoire, vous avez des technologies extrêmement simples, vous avez des silex taillés. Pendant des milliers d'années, la technologie essentielle des êtres humains, c'était des silex taillés. D'ailleurs, ils sont très mal taillés au début, ensuite un peu mieux taillés, etc. Ça s'échelonne sur des milliers d'années, c'est pas comme les versions de Microsoft. C'est très très lent à cette époque, l'évolution. Et alors, on va voir le silex taillé, V2, V3, V3, ça prend 10 minutes. Mais alors à la fin, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. D'ailleurs, on ne sait même pas comment ils le faisaient, parce que comme ils avaient des technologies très primitives, ils sont tellement beaux, tellement bien polis, on dit c'est le sommet des civilisations de la pierre. Et puis, donc, prolongement des ongles et des dents. Là, je dois dire que là, encore une fois, je suis très marqué par Thierry Godin, parce que Thierry Godin, c'est un des premiers chercheurs contemporains à avoir redécouvert un sociologue du début du siècle qui avait dit, mais c'est marrant, est-ce que les technologies ne seraient pas le prolongement de certaines capacités humaines? Alors moi, j'ai repris cette idée. Et puis je me suis dit, bah, tiens, les ongles et les dents, on est bien dans une civilisation qui développe les ongles et les dents, les silex taillés, prolongement de nos ongles et de nos dents. D'ailleurs, c'est la forme. Alors après, vous arrivez dans le musée de préhistoire, et vous avez des pots en terre. Ceci, c'est le prolongement des bras et des jambes. Vous avez tous les outils agraires, la roue, évidemment. Ça finit sur ce magnifique objet énigmatique de Léonard de Vinci, un hélicoptère. Il manque quoi pour que l'hélicoptère s'envole? Qu'est-ce qui manque à l'hélicoptère de Léonard de Vinci pour s'envoler? Pardon? L'énergie. L'énergie. Et quoi d'autre?